Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui réconcilie deux mondes que l'on oppose trop souvent, la rigueur de l'audit bancaire et la profondeur de l'intelligence émotionnelle. Ancienne risk manager à Singapour, passée par Sciences Po, Luce Dance a un parcours qui défie les étiquettes. Coach reconnu, identifié par le Reader Digest comme une des 15 top coachs in Paris, coach partenaire du cabinet Cadran, Luce enseigne aussi à HEC Sciences Po Paris. Mais ce qui la passionne vraiment, c'est la robustesse des collectifs. Après avoir géré donc les risques financiers, elle s'attaque aujourd'hui au risque le plus critique pour les DRH, l'épuisement de nos équipes. Expertia certifiée par le SCP, elle vient de lancer Corail, un outil gratuit pour transformer nos ressentis en données actionnables. Dynamique, lucide et résolument tournée vers l'humain, j'ai le plaisir d'accueillir Luce Dance à mon micro. Bienvenue Luce. Merci Florent, merci de me recevoir. Je t'en prie, un grand merci de nous consacrer un petit peu de temps pour nous parler de ton parcours, de ton aventure et puis de ton projet avec Corail. Je suis vraiment ravi de t'avoir à mon micro. Tout le monde te connaît peut-être pas. Alors, ce que je te propose, c'est de nous raconter un petit peu ton histoire. Et puis, la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi ta formation à Sciences Po et ta première carrière en risk management influence-t-elle aujourd'hui ta manière de comprendre les organisations ? Alors, peut-être ce que je dois préciser, c'est que d'avant d'entrer à Sciences Po, j'ai une formation d'historienne. Donc, je travaillais sur la formation des nations. Qu'est-ce qui fait qu'une nation crée un récit à travers des mythes fondateurs ? Puis, j'ai intégré Sciences Po Paris et il me restait une année en fait d'histoire à faire, l'équivalent du Master 2, le DEA à l'époque. Et j'ai eu la possibilité de le faire sur 2 ans, puisque à l'époque, la succursale où je pouvais étudier à la Sorbonne se trouvait dans la même rue que Sciences Po Paris. Donc, ce qui fait que je suis passée d'un côté de la rue Saint-Guillaume à un autre, de 2 univers simultanément. Et je pense que cette anecdote, elle me caractérise assez bien parce que j'aime bien avoir un pied dans la recherche, un pied dans la prise de recul historique et aussi un pied dans le contemporain, dans l'analyse des grands mouvements de ce monde. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec toi cette petite anecdote. Puis quand il a fallu travailler, je me suis tournée vers le monde de l'entreprise parce que c'était un monde que je connaissais absolument pas. Moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, de profs, l'entreprise, je voyais ça comme quelque chose de super rationnel, avec une structure, des titres, des positions, voilà. Et je trouvais ça assez rassurant. J'avais fait des stages en organisation internationale au Sénat, ça m'avait semblé être vraiment assez bordélique. Je me suis dit, l'entreprise, ça va être pas mal. Donc, je suis allée dans ce qui était pour l'archétype de l'entreprise à l'époque, qui était un gros cabinet d'audit qui s'appelait Arthur Andersen. Et dès que j'ai rejoint Arthur Andersen, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce gros scandale financier qui s'appelle Enron. Et ce gros cabinet d'audit, en quelques mois, ça a été le colosse en pied d'argile et ça s'est complètement effondré.
Donc, et bien sûr, en travaillant en tant qu'auditrice, j'ai découvert que le monde du travail n'était pas du tout un monde rationnel. Donc, quand il a fallu se réinventer après cette chute, on a tous les auditeurs avons dû retrouver un emploi. Je me suis dirigée vers le risk management parce que je trouvais je trouvais que cette notion du risque, déjà, je l'avais vécue personnellement, Oui. de manière quand même assez dramatique pour un premier emploi. Et puis ensuite, je trouvais que le risque, c'était une façon d'apprendre et d'anticiper tout ce qui peut déstabiliser un système. Donc si on fait un petit peu le lien entre ma formation d'historienne où je travaillais sur les nations et ce qui cimente une nation et le risk management, ça a toujours été en fait le même fil directeur, à savoir qu'est-ce qui crée un collectif et qu'est-ce qui le fissure. Ok, et donc là, tu exerces plusieurs années dans plusieurs organisations autour du risque management. Mhm. Et, ça, en France, mais aussi à l'étranger. C'est là où tu pars à Singapour, je crois. C'est ça. Donc j'ai d'abord fait du risk management pendant 5 ans en France, à la BNP chez HSBC, et puis après je pars pour 8 ans à Singapour, Ok. où je travaille chez UBS et Royal Bank of Scotland. Ouais, donc dans Donc des vraiment le domaine financier. très belles organisations. Et malheureusement, tu traverses une épreuve personnelle qui est majeure. Je crois que c'était au moment de ton troisième enfant. Je crois que c'était ce que tu m'avais C'est ça, expliqué. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer surtout ce qui t'a changé et ce qui t'a fait basculer effectivement dans l'univers dans lequel tu es aujourd'hui? Ouais. Alors effectivement, c'était une épreuve qui m'a totalement changée. Mais je pense qu'il y a la LUS V1 et la LUS V2 après l'épreuve du cancer. Donc j'étais établie depuis 6 ans à Singapour, responsable d'une équipe avec déjà 2 enfants. J'attends mon troisième. Tout se passe très bien. Rythme soutenu évidemment. J'apprends quand je suis enceinte de 7 mois que j'ai un cancer grave. Donc l'expression être fauché, littéralement, on la vit. Tout s'arrête, tout s'accélère, faut partir en traitement. Et la LUS V1, c'était une LUS qui voulait tout bien faire, donc j'ai été la patiente modèle. J'ai fait tout ce qu'il fallait avec une seule obsession qui était de revenir au travail le plus rapidement possible et de reprendre ma vie d'avant. Vraiment d'évacuer l'épisode cancer. Et puis, ça a été tellement évacué qu'en fait, quand je suis rentrée au bout de 6 mois, les gens pensaient que je rentrais de congé maternité, en fait. Ils n'avaient même pas vraiment réalisé que j'avais été malade entre-temps. Et j'avais vraiment cette notion, je pense que beaucoup de managers ont, qu'il faut être là pour l'équipe, qu'il faut être présent, qu'on peut pas lâcher les autres, etc. Mais évidemment, donc j'ai tenu comme ça pendant 2 ans qui ont été assez lourds parce que des enfants jeunes, mes 2 derniers avaient 1 an d'écart, et puis aussi des opérations de reconstruction physique, mais certainement pas mentale, successives. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai réalisé que j'avais vraiment le couperet qui était pas passé loin. J'avais en gros 30% de taux de survie. Et il y a une question qui est venue de manière vraiment récurrente, qui est maintenant que j'ai cette nouvelle vie, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment donner un sens à cette nouvelle vie qui m'a été redonnée? Mais j'étais toujours dans une logique pas mal d'optimisation. J'ai démissionné de mon poste, mais c'était notre dernière année à Singapour, il fallait préparer le déménagement, j'avais mon aîné qui était en difficulté scolaire, et puis je me suis dit, je vais aussi reprendre des études pour pas laisser place au vide. Et donc j'ai pris des études de coaching parce que j'avais réalisé que dans mon métier de risk manager, j'étais extrêmement douée pour tout ce qui était de mettre les gens ensemble, les faire coopérer après une crise, un risque opérationnel qui était survenu. Et puis quand j'ai fait ma formation de coaching, j'ai pris une claque parce que là, c'était plus des risques financiers qu'il fallait gérer, c'était mes propres peurs, mes propres doutes, ma volonté permanente de toujours bien faire, de toujours tenir. En fait, c'était devenu mon identité. Et donc, j'ai eu à l'issue de ça 3 années vraiment de traversée du désert où j'ai déménagé 2 fois, j'ai eu encore un parcours de santé. Mais j'ai rénové une maison, j'ai créé une entreprise de bijoux, je l'ai revendue, mais en fait, en gros, je savais pas trop quoi faire.
Et il m'a fallu 3 ans pour que le projet de coaching arrive. Alors c'est assez rigolo parce que souvent les gens pensent que les coachs c'est des gens qui ont été virés de leur entreprise. Pas du tout. Pour moi ça a été une vocation qui a été vraiment choisie. Et il m'a fallu aussi du temps pour comprendre, et je le vois aussi chez les gens que j'accompagne qui ont un burn-out, que ce temps de la digression est vraiment important. C'est vraiment un temps où on se reconstruit. Et c'est un temps aussi où je me suis reconstruit en aidant les autres. Ce qui m'a amené à devenir coach, c'est aussi que j'avais monté une association qui s'appelle C'est mon nouveau moi, qui est vraiment une très grosse association sur les réseaux sociaux. On a aussi sorti un livre qui s'appelle Plus jamais seul face au cancer. Et en fait, en aidant les autres, je me suis reconstruite et toujours autour de cette notion du récit. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc cette notion de récit est revenue à ce moment-là dans ma vie, mais un récit du coup qui était devenu beaucoup plus intimiste. Ok, hyper inspirant. Euh, à l'issue de ça, ou en parallèle de ça, tu reprends tu animes des formations à Sciences Po. Mhm. Donc, l'élève devient professeur dans son école. Pourquoi tu choisis de donner des cours à côté? Quel type de cours tu donnes et pourquoi tu allais aussi vers ce monde de l'éducation sur certains aspects? Alors, parce que, comme je t'ai dit, j'ai tourné le dos à mon héritage de famille de profs pour me tourner vers l'entreprise et puis qu'au bout d'un moment, on réembrasse qui on est. Il y a une espèce de retour en arrière hein. Et il y avait vraiment, en fait, l'envie de transmettre. J'ai compris Ouais. aussi avec l'épreuve du cancer, j'avais aussi entre-temps perdu mon père et il y avait eu énormément d'étudiants qui avaient été là. J'ai compris que l'impact qu'on a sur les gens, que ce soit en coaching ou que ce soit dans la transmission, les élèves, c'est un impact, voilà, qui c'est peut-être un petit peu narcissique, mais ça nous survit, ça permet de transmettre à d'autres. C'est extrêmement gratifiant et pour moi aussi ça me met en contact avec des jeunes qui potentiellement un jour seront mes futurs clients, en tout cas qui me font comprendre les nouvelles générations et c'est passionnant. À Sciences Po notamment, j'ai des cours et j'ai aussi des séminaires soft skills. J'accompagne aussi des étudiants dans un projet qui s'appelle l'Impact Studio qui met en lien des entreprises et des groupes d'étudiants que l'on doit mentorer. C'est passionnant en fait de les voir évoluer, grandir. C'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Ah, et toi-même, tu reprends des cours. C'est là où je voulais aussi en venir. Tu reprends des cours, tu vas à l'ESCP Mhm, et tu as suivi une formation avec un certificat qui s'appelle AI for Business, mhm. l'intelligence artificielle pour le business. Pourquoi tu vas sur ce terrain de jeu? Pourquoi tu te formes dans une formation qui doit être un peu exigeante à l'ESCP de surcroît? Oui, oui, c'était une formation de 8 mois. Hein. J'ai sué. On a sué parce qu'on était toute une cohorte. En fait, déjà, dans mon travail de coach, si on suit pas les grandes évolutions hein, qui impactent le monde du travail, Ouais. ça n'a pas de sens. Et puis ensuite, je pense que le réflexe d'historienne est venu. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a une grande innovation, soit elle naît d'une crise ou elle en provoque une nouvelle. Voilà, il y a eu la révolution industrielle, la globalisation des marchés, Internet, la digitalisation. La digitalisation, j'étais passée un peu à côté parce que je montais mon activité. Et puis, tout à coup est arrivée cette vague IA et j'ai tout de suite anticipé que c'était quelque chose qui allait être majeur. Hein. Et surtout qu'il y avait cette accélération, puisqu'en 40 ans, on a eu 3 grandes phases d'innovation qui se sont suivies hein, entre Internet, la digitalisation, l'IA. Donc cette accélération, elle change tout, elle change le rapport au temps, elle change le rapport au travail, elle change les rapports humains. Et donc, j'ai voulu comprendre ça, pas en surface. J'ai voulu aller au fond des choses. Hein, et quand je suis tombée sur ce diplôme de l'ESCP, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait toute une partie pour expliquer les différents types d'IA, on va dire assez classique, mais il y avait surtout Ouais. comment l'IA est un levier stratégique de valeur. Hein, et tout ce qui est en fait la valeur dans l'entreprise, la stratégie, ça m'intéresse. Hein. Je fais aussi partie de conseils d'administration. C'est quelque chose, voilà, rester proche comprendre comment on crée de la valeur dans une organisation, c'est important pour moi. Et puis il y avait aussi une partie éthique, il y avait une grosse partie conduite du changement. Donc c'était vraiment très complet. Et à la fin, on devait rendre en fait un devoir, un rapport sur un projet d'IA.
Et en fait, quand j'ai fait ce rapport, je me suis dit, mais pourquoi ne pas carrément créer le prototype? Et c'est en fait de ça qu'est né Corail. Donc Corail, c'est le point d'entrée d'un plus gros programme de coaching qui s'appelle Coro pour un collectif robuste, et Core.ai, donc que je résume en mot Corail, et le point d'entrée en fait de ce programme. Mais c'est un point d'entrée pour lequel j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Parce que en fait, ce qui était important pour moi, c'était de travailler sur le coaching collectif. Comment est-ce que ce diagnostic peut permettre de faciliter et une intervention de coaching collectif? Alors, je m'explique un peu. En fait, Je veux bien que tu expliques ce que ça veut dire exactement du coaching collectif. Ouais. voilà. Alors du coaching collectif, déjà, bon, je fais du coaching individuel. Ça, le coaching Oui. individuel, c'est assez bien connu. Le coaching collectif, c'est vraiment d'amener une équipe d'un point A à un point B. Donc quand il y a une transformation, c'est d'amener une équipe à ne pas répéter ce qu'elle fait, mais à comprendre en quoi consiste la transformation, l'impact sur son mode de travail, ses relations de travail, le rapport avec les autres départements, donc vraiment comprendre aussi l'écosystème, et faire ce qu'on appelle un shift in mindset, donc un changement d'état d'esprit dans un collectif avec des gens qui sont plus ou moins résistants, et d'amener en fait une équipe complète. Alors une équipe, c'est quelque chose de formidable parce que c'est quelque chose de totalement abstrait en fait, une équipe. Donc, mais ça reste derrière quand même une collection d'individus. Donc comment est-ce qu'on emmène cette collection d'individus ensemble d'un point A à un point B? C'est vraiment ça pour moi la définition du coaching. Et ma question, Luce, ça veut dire que si je te comprends, un groupe ou un collectif, un groupe peut quelque part s'épuiser alors que ses membres, si on les prend individuellement, ils vont bien. C'est-à-dire que toi, tu sépares effectivement l'individu du collectif, et c'est le collectif que tu accompagnes à aller mieux demain par rapport à ses projets, à ses changements, à son quotidien. Alors, on peut avoir une disparité dans les individus d'une équipe, mais néanmoins, une équipe qui s'épuise, c'est quand même une équipe où il y a à l'intérieur des éléments qui sont épuisés. Ouais, ok, d'accord. Ça, tu le vois. Mais on peut avoir deux, trois éléments qui performent, qui arrivent, mais aussi, au bout d'un moment, ces éléments qui portent peuvent être amenés eux aussi à s'épuiser. Donc, Ok. c'est là où il faut vraiment aller dans le détail. Mais en tout cas, si ces individus n'ont pas le même mouvement, ça reste une collection d'individus et c'est pas une équipe en fait. Il n'y a pas cette notion de collectif. Ok. Tu parles souvent de collectif robuste, Ouais. de la robustesse. Qu'est-ce que tu appelles la robustesse dans un collectif, toi? Alors, la robustesse, c'est un concept qui a été popularisé, enfin créé d'ailleurs par Nicolas Hamon, qui est un chercheur biologiste à l'INRAE et à l'ENS Lyon. Et en fait, Nicolas Hamon a mis en évidence le fait que un organisme vivant ne fonctionne jamais à son plein potentiel. Une plante doit toujours pouvoir résister à une sécheresse, à une attaque de parasites. Le corps doit pouvoir résister à de la fièvre, etc., etc. Il en fournit vraiment de très nombreux exemples. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que de nos jours, dans un monde où tout est optimisé, donc notamment depuis les années 50, où on est dans cette notion d'efficacité, où on laisse pas place à la redondance, on laisse pas place au temps, tout est fait dans l'urgence. Et ben les organisations perdent de leur robustesse. Et quand elles perdent de leur robustesse, en fait, elles se fragilisent, elles deviennent vulnérables. Donc n'importe quel élément géopolitique, n'importe quel même élément interne qui ne tient plus peut faire basculer la totalité du système. Donc c'est ça en fait la notion de robustesse d'Olivier Hamon, pardon. Et ce qui a été pour moi, ça a été vraiment pour moi un changement de paradigme. Il a fait une intervention lors du congrès ICF de mars 2024 auprès des coachs. Et nous, les coachs, on accompagnait les entreprises à être plus performantes. Donc, en fait, on contribuait quelque part à rendre ce système encore plus dans la performance. Et en fait, d'écouter Olivier Hamon, ça a été vraiment pour moi une prise de conscience énorme, un changement total de paradigme. Et je me suis dit, mais voilà, ça c'est vraiment pour moi l'avenir de demain pour les organisations. Ok. Et donc, tu as lancé donc un programme qui s'appelle Coro. Mm-hmm.
ça tu en as parlé, avec en point d'entrée Corail, d'accord? Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça même nouveau de voir l'intelligence artificielle intervenir dans ce genre de programme. Et pourquoi, à ton avis, alors, tu vas nous expliquer comment fonctionne Corail, ce que c'est, etc., et Mhm. combien de temps ça prend. Enfin, on a besoin un peu d'éclairage sur tout ça. Et pourquoi, déjà, en prenant un peu de hauteur, c'est indispensable pour toi de commencer par un diagnostic IA, du coup, avant toute intervention humaine, parce que ça va être ensuite, j'imagine, le déroulé. Ouais. Alors, c'est venu d'une observation qui est que quand je suis appelée par des entreprises, souvent c'est pour une intervention d'un jour, 2 jours avec voilà un problème lié à un conflit. Mais pourquoi est-ce que le conflit éclate? C'est pas forcément dit un problème lié à de la cohésion. Mais pourquoi est-ce que les gens ne coopèrent pas? C'est pas forcément dit. Donc en fait, on est souvent appelé plus pour le symptôme que pour comprendre la cause profonde qui peut se passer. Et donc, en fait, quand on arrive à intervenir, parfois on parvient à notre client à lui faire comprendre la valeur d'avoir une intervention sur le long terme. Mais bah voilà, surtout quand on est, comme je l'étais à l'époque, un petit cabinet seul, c'est très difficile de vendre un dispositif long. Ouais. Surtout que bah, la commande, elle est pas claire au niveau du manager. Souvent, cette commande pas claire est donnée au RH, qui doit se débrouiller avec cette commande pas claire non plus, euh, face à des prestataires dont ils savent pas forcément en quoi ils sont bons. Donc c'est très compliqué en fait, et ça crée beaucoup de confusion, et c'est vraiment pour moi une condition aussi d'échec du coaching, des interventions, de certaines interventions de coaching collectif. Donc je me suis dit, l'IA a cette capacité formidable de pouvoir mettre des ressentis en mots, de pouvoir factualiser des ressentis. On le voit avec les grandes études marketing, on peut compiler des centaines d'avis Facebook, TripAdvisor, sondages, et puis on peut arriver en fait à des choses qui sont factualisées, structurées et actionnables en fait grâce à l'IA. Donc c'est pour ça que quand j'ai dû créer mon fameux prototype pour le SCP, je me suis dit, eh ben voilà, c'est sur ça que je vais travailler. Je vais aider les gens, les managers d'équipe, puisque c'est un outil qui est dédié, faut le préciser quand même, aux managers d'équipe ou de projet, donc à des gens qui ont en charge de réguler un collectif. Ça va permettre de transformer des ressentis en données factuelles, comme bah voilà, sentiment d'injustice, mise en silo, pauvre coopération avec les autres services. Ça, des fois, les managers n'ont pas le recul suffisant pour pouvoir mettre ces facteurs de manière claire. Et grâce, en fait, à Corail, on peut avoir cette prise de recul, et donc, du coup, une commande claire. On gagne énormément de temps, et l'intervention de coaching collectif est vraiment facilitée. Ok. Alors, et concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, je suis DRH, je suis RH. Je veux être accompagné. Euh, Comment intervient Corail? À quel moment? Enfin, au début, donc j'ai bien compris. Au début. Et puis, comment ça intervient? Combien de temps ça va me prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, c'est extrêmement facile parce que l'outil est gratuit et en accès libre. D'accord. Donc Ok. ça c'est super simple, et même AmiCoach, vous pouvez aussi y avoir accès. Donc c'est très facile pour qui veut l'utiliser en fait, d'envoyer quand le résultat apparaît sous la forme d'un compte rendu, deux facteurs comme je l'ai dit qui sont structurés, et d'un baromètre de l'énergie collective. On en parlera après de cette notion d'énergie collective, j'imagine. Et ça peut être téléchargeable en PDF et donc utilisable par qui veut. Donc déjà, il n'y a pas besoin nécessairement de passer par moi, c'est pas captif. D'accord. Parce que voilà, j'ai vraiment voulu ouvrir cet outil à tout le monde. C'était ma volonté que ce soit utilisé par le maximum de personnes. Euh, voilà. Ensuite, la façon dont ça se présente, c'est 15 questions qui sont basées sur une recherche scientifique autour de la notion de burn-out collectif ou collective exhaustion. Donc 15 questions avec des réponses fermées. Et ensuite, il y a une première boucle itérative où on demande à la personne qui répond
des exemples concrets. Et après, une deuxième boucle itérative où on demande des verbatim. Donc des verbatim, ça va être on n'a jamais fait comme ça, par exemple. Oui. Mais ça peut être aussi, c'est toujours les mêmes qui sortent leur épingle du jeu, on n'écoute jamais la base, etc., etc. Et ces verbatim, en fait, sont extrêmement intéressants parce que c'est là où on va pouvoir transformer l'intuition du manager en levier d'action clairement actionnable. Et ça, n'importe quel coach, même aguerri, n'aura jamais la capacité, en fait, de pouvoir transcrire aussi rapidement des ressentis en éléments actionnables. Alors bien sûr, ça reste une hypothèse de départ. Après, voilà, on part dans un processus humain où on travaille l'hypothèse, etc., etc. Donc j'invite vraiment les DRH à l'utiliser déjà pour eux, pour leur équipe, parce que les DRH souvent ont des équipes à eux, et aussi pour les managers qui auraient besoin ou envie d'une intervention de coaching collectif. Ouais, et j'aime bien cette histoire de verbatim plutôt que des notes, tu vois, de 1 à 10, souvent, vous situez où, machin, etc. Toi, tu vas sur du concret, en fait. Voilà. Et comment tu t'assures que l'IA, ça c'est pour moi, c'est pas simple à imaginer, elle parvient à transformer tous ces éléments, toutes ces données, tous les textes, qui sont des ressentis informels, quelque part, en données exploitables, ensuite par un DRH ou par un coach ou par toi, dans le cadre du programme Coro. Comment tu t'assures que l'IA elle est pertinente là-dessus Alors c'est pas de l'IA open source, hein. C'est une IA, c'est un prompt en fait qui est mis dans l'outil. Donc il y a une interface qui est créée par l'outil, un calcul aussi du baromètre d'énergie collective qui est fait en mélangeant les éléments de réponse classiques, hein, ABCD avec voilà les deux boucles itératives dont j'ai parlé. Et tout ça, ça a été créé par un prompt que moi j'ai mis dans cet outil qui est une forme de chatbot en fait. Donc le prompt, c'est vraiment un prompt que j'ai créé sur la base de recherches que j'ai faites, de lecture plutôt, c'est pas moi qui ai fait les recherches, de lecture faites par des chercheurs, des psychologues du travail qui ont vraiment élaboré sur cette notion de burn-out collectif, qui est une notion très peu connue. Ouais, et comment toi tu identifies quelque part, si on vient sur ce sujet, quelque part un risque critique de burn-out collectif? Alors un risque individuel, on l'imagine bien, malheureusement d'ailleurs, mais comment tu l'identifies ce risque de burn-out collectif? Alors, on le sait, hein, il est vécu, il est identifié par tout ce qu'on voit autour du désengagement. Le désengagement, c'est un peu le mal du siècle, hein. Il y a toujours ces mêmes chiffres qui reviennent de Gallup en 2023 qui disait qu'en Europe, il y avait 13% de salariés qui se sentaient engagés, qu'il y avait un salarié sur 3 qui se disait en risque de burn-out individuel. Donc on sent que l'engagement, c'est vraiment quelque chose... Enfin voilà, c'est vraiment le mal contemporain dans les entreprises. C'est aussi un mal qui coûte extrêmement cher, hein. Les DRH le savent, c'est vraiment très dommageable pour l'entreprise. Mais le désengagement plutôt est une conséquence de l'épuisement collectif. Donc l'épuisement collectif, c'est une notion qui a été trouvée, ça s'appelle collective exhaustion en anglais. Et c'est la même personne qui avait théorisé le burn-out individuel, donc qui s'appelait à l'époque professional exhaustion, Christina Maslach, qui après a continué ses travaux sur toutes ces dynamiques de fatigue collective qui pouvaient se voir dans une équipe notamment. Et ce qu'elle a mis en évidence, c'est que la fatigue, c'est un phénomène systémique. À partir du moment, c'est un peu comme la sécurité psychologique, à partir du moment où il y a une personne qui exprime une fatigue, et les modes d'expression peuvent être divers, hein, ça peut être du cynisme, ça peut être de se sentir vidé, ça peut être de sentiment d'injustice, donc il y a plein de symptômes
que j'ai mis d'ailleurs dans mon prompt, hein, c'est comme ça qu'on les voit apparaître. Le fait de resserrer aussi sa vision au plus petit, l'éco-anxiété aussi maintenant qui arrive, qui va générer aussi beaucoup de fatigue collective. Tous ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qui sont systémiques. Et non seulement elle a mis en évidence cette notion de systémique de l'épuisement, mais elle a mis aussi en évidence le fait que c'était contagieux. Donc il y avait, ils appellent ça vraiment une contagion de l'épuisement collectif. Donc et c'est pour ça que ça devient systémique. Et aussi que voilà, quand l'épuisement se diffuse par exposition répétée à des collègues qui vont exprimer leur désengagement, et la sécurité psychologique baisse, la coordination et la coopération devient plus difficile, les malentendus augmentent, la communication s'effrite, et on se retrouve vraiment dans un mode de désynchronisation complet du collectif où les gens ont moins d'énergie, plus de tension, et la coopération diminue fortement. Donc, contrairement au burn-out individuel, une organisation qui est en burn-out collectif ne va pas s'effondrer. C'est pas son rapport au travail qui va être mis en jeu, mais ça va plutôt être une forme de diffusion constante. Et là, il faut vraiment travailler ce qui fait tenir un collectif, à savoir la clarté du cap, la capacité à produire du sens et la qualité du lien entre les gens. Ok, d'accord. Très clair. Et ton outil mesure 3 dimensions, je crois, ensuite. Le cap, le lien et le sens. C'est ce que j'ai compris en allant voir effectivement ton site internet, etc. Pourquoi ces 3 dimensions et qu'est-ce qui se passe si l'un de ces piliers, ces 3 piliers s'effondre, en fait? Ces 3 piliers, ils sont interdépendants. C'est-à-dire que si un cap est mal intégré, ça va créer une perte de sens. Si la perte de sens est vécue, ça va créer du repli. Et si le repli s'intensifie, ça fait que la qualité du lien se délite. Et donc de la même manière que ces 3 éléments sont interdépendants et peuvent être dans une dynamique délétère, on peut retravailler aussi pour remettre la machine en route et les faire fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment dans tous les résultats que j'ai vus, il n'y a jamais un élément qui est super bon et 2 mauvais. C'est quand même toujours très très lié les uns aux autres, quoi. Ok. Sur le lien, aujourd'hui tu parles de fragmentation, tu vois, la fragmentation hybride, la fragmentation intergénérationnelle. Comment est-ce que avec Corail et Coro, tu détectes les silos invisibles qu'il peut y avoir dans les collectifs, dans les organisations? Alors, c'est plus large que silo. En fait. La fragmentation relationnelle, elle commence jamais par un gros conflit. On le sait, quand on est coach, à la limite, quand il y a un conflit, ça veut dire que c'est un collectif qui veut vivre. Mais c'est plutôt pas mal finalement. Okay. En tout cas, ça donne de la matière facile à travailler. Mais quand on commence à avoir des éléments comme une micro-érosion de la coopération, moins de feedback, moins d'entraide, moins de circulation de communication, et quand chacun commence à produire un petit peu plus seul dans son coin, là, c'est là qu'on voit en fait vraiment qu'il y a une perte de lien. Et aujourd'hui, cette perte de lien, elle est vraiment aussi nourrie par toute la multiplicité des outils, en fait, par le travail hybride. Tout ça, c'est des éléments qui font que la qualité du lien devient aussi de plus en plus difficile à maintenir pour un manager. Donc, pour te donner un exemple, j'ai accompagné une équipe commerciale sur le terrain, donc les gens se rencontrent très peu. Et il y a une multiplicité d'outils très complexes avec pas de gouvernance au niveau des outils. Et en fait, chacun s'est mis en petits groupes, petits éléments isolés avec leur propre façon de communiquer, leur propre argumentaire, même leurs propres outils.
Et voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une opposition frontale, en fait. Il y a juste une coopération qui est devenue purement fonctionnelle, avec des gens qui travaillent ensemble, mais sans forcément beaucoup de confiance. Et où finalement, l'engagement collectif devient secondaire par rapport à je dois produire mes objectifs individuels. Et ça, on sait que donc déjà le lien il disparaît pas d'un coup, hein, il s'amenuise. Et si c'est pas régulé, ça finit par transformer l'équipe en une juxtaposition de talents plutôt qu'en un collectif vivant. Et c'est une vraie perte pour l'entreprise, surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA où le lien va devenir une plus-value, une valeur hein, pour l'entreprise. Comment est-ce que je suis capable de créer du lien? Ça va vraiment être un élément de plus en plus majeur, je pense, dans les prochaines années. Ça, c'est une conviction que tu portes? Ouais. Ouais. Et sans ce lien, les outils ne restent que des outils, quoi. Voilà. Si je dois travailler avec la machine, au bout d'un moment, quand même, je vais finir par m'ennuyer un peu. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et sur le sens, comment tu débusques des fois l'écart entre les intentions affichées et puis le vécu réel? Parce que ça, c'est toujours. T'as beaucoup d'organisations qui disent ah mais moi le job que je donne quand j'accompagne mes équipes ça a du sens, mais par contre c'est pas ressenti comme tel par les individus qui eux sont au quotidien. Et voilà, tu vois, donc je vois des écarts entre des fois des intentions affichées et puis ce que vivent vraiment les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Comment est-ce que toi tu travailles ce sujet? Ouais. Alors c'est exactement ce que tu dis, c'est ces injonctions contradictoires. Hein. On l'a vu sur le lien, hein. C'est travailler ensemble, mais il y a de plus en plus, les gens sont de plus en plus de leur côté. Et sur le sens, l'injonction contradictoire, c'est on prend soin de vous, mais en même temps, soyez des unités de production productives. Et donc ça crée, moi, ce que j'appelle du care washing, hein, et ça se repère très très vite. Hein. Les collaborateurs sont très sensibles à ça. Une façon dont on peut le voir, en fait, c'est de voir quelle est la cohérence entre les messages d'une organisation et puis comment c'est ressenti par les collaborateurs. Souvent, on le voit notamment à travers des surveys qui sont faits aux collaborateurs. Ouais. Et quand on entend à nouveau des verbatims comme on nous demande d'être à l'écoute, mais on nous laisse pas le temps de respirer, des choses comme ça, on voit tout de suite qu'il y a cette dissonance qui va créer de la perte de sens. Au-delà de ça, il y a aussi la notion de charge de travail. Alors, la charge de travail, en tout cas ressentie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'impression que je suis tout le temps en mode urgence, que ce que je fais est soit bloqué, soit accéléré, pas forcément pris en compte, pas bien expliqué, etc., ça crée un véritable brouillard cognitif. Les tâches, les projets, les urgences s'enchaînent sans que les gens soient vraiment capables de comprendre quel est l'impact que eux ils ont dans une organisation. Donc ça, c'est aussi une mission que j'ai eue dans une grande banque française où il y avait des équipes qui aimaient vraiment leur métier, mais qui ne comprenaient plus la stratégie globale. Il y avait plusieurs couches entre celle du groupe, de la filiale, les différents départements, les priorités n'étaient pas claires. Et donc, ce que ça introduit du coup, c'est qu'on produit énormément, mais finalement, à quoi ça sert? Donc, sentiment de dévalorisation, sentiment d'injustice et perte de la fierté aussi du travail accompli et un cynisme qui commence à s'installer. Et ça aussi, c'est le lit des arrêts maladie, du turnover. Donc, c'est aussi quelque chose qui coûte pour l'entreprise. Ok. Tu as une entreprise, je crois, qui est dans le monde médical ou pharmaceutique qui s'est lancée dans la démarche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils se sont lancés? Tu peux les citer si tu veux. Et pourquoi ils se sont lancés. Alors, j'ai été contactée par les équipes commerciales de Medtronic, en particulier la branche Minibed, qui est la branche diabète. Et j'ai été mise en contact avec 2 managers qui ont voulu essayer Corail. Et là, c'est Corail qui m'a vraiment fait, qui a vraiment été pour moi l'élément qui m'a permis de concrétiser
le travail que je veux faire avec eux est surtout un travail qui fait sens puisque c'est un travail sur le long terme où on entre via Corail, mais on peut dérouler ensuite le programme de Coro. Donc, c'est extrêmement satisfaisant parce que... C'est un programme long, hein. C'est ce que tu dis, c'est pas du speed coaching. Hein. Voilà, c'est un programme long ensuite sur plusieurs mois. Et ça, c'était un succès parce que, en gros, j'ai mis à disposition Corail le 3 novembre et voilà, là, tout début janvier, on a commencé le travail ensemble. Et donc là, en fait, c'est deux équipes commerciales qui travaillent en fait dans un contexte de grosse transformation, hein, de compétitivité accrue aussi et de redéfinition du travail pour les équipes commerciales. Et là, en fait, je dois dire que c'est formidable quand on trouve des clients qui partagent déjà à la base la même envie, à savoir comment est-ce que je peux une véritable lucidité managériale qui se dit comment est-ce que dans cet environnement incertain je vais pas simplement vouloir rester performant mais je veux aussi vouloir rester solide ensemble. Comment est-ce que je vais embarquer les équipes dans ce projet? Et donc ça a été vraiment le point de départ de cette mission avec Minimed. La volonté de pas traiter la transformation comme un sujet uniquement stratégique organisationnel, mais vraiment comme un sujet profondément relationnel et profondément énergétique. Ok, très très chouette. Donc là, ils sont au début de l'histoire. Voilà. Ouais, donc pour l'instant, il y a encore du recul, du temps pour voir les résultats. Alors, on a des premiers résultats, mais en fait, comme c'est un client en cours et puis qu'en plus c'est un contexte de changement organisationnel fort, je peux pas trop en parler, mais ça avance bien. Et puis on a d'autres organisations qui s'intéressent à Corail et à Coro. Donc ça, c'est extrêmement. Alors, c'est extrêmement. Moi, je suis DRH, je t'entends. Je veux tester Corail demain parce que j'ai un sujet sur une équipe, par exemple, tel que tu l'expliquais. C'est quoi ma première étape? La première étape, c'est d'aller sur le site dont tu vas mettre le lien et de faire le test. Déjà, de voir si on est convaincu ou pas par le résultat. En tout cas, de le faire faire, pas DRH, mais de le faire faire par le manager en charge. Ouais, ça c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Okay. Ouais. Donc moi je suis RH, j'ai envie je me dis tiens dans ce service-là il y a une équipe en tension où il y a un peu de difficulté. En tout cas tout le monde n'est pas aligné et va pas dans la même direction. Je vais sur le site. Donc tu conseilles plutôt au manager de l'équipe de remplir le questionnaire, c'est ça? Oui, c'est au manager de l'équipe. Ouais. Il y a des verbatims, des exemples à mettre. Ça peut venir que du manager. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est 20 minutes, il faut à peu près une demi-heure? 20 minutes, donc c'est 15 questions. Ouais. Et c'est 15 questions vraiment qui ont été réfléchies parce que derrière, il y a énormément de recherches sur le collective exhaustion. Ça a été... j'ai croisé toute la recherche de psychologues du travail venus de Belgique, des Pays-Bas, de Suède, d'Espagne. Donc c'est des chercheurs comme Leiter, De Moretti, évidemment Maslach, Christensen. Voilà, c'est vraiment des chercheurs qui travaillent sur le sujet et qui font vraiment des avancées énormes, qui ont aussi des échelles en fait de mesures et donc je me suis inspirée en fait de tout ça pour créer le questionnaire. Donc il y a vraiment derrière le questionnaire est un questionnaire empirique, c'est-à-dire que je me suis appuyée sur de la recherche. Je ne suis évidemment pas chercheuse moi-même, mais il y a véritablement des fondements scientifiques derrière. Donc le modèle en tant que tel, cap, lien, sens, c'est un modèle que j'ai créé. Et à cet égard, je voulais partager une anecdote. J'ai partagé cet outil avec Jérémy Lamry, qui est quelqu'un que j'admire profondément. Et il m'a dit, c'est super, il faut cependant faire attention de ne pas tomber amoureux de son modèle. Alors sur le coup, ça m'a interpellée.
Et en fait, il a tout à fait raison. Ça veut dire qu'il faut garder vraiment en tête que c'est un modèle empirique qui est parti sur une hypothèse de ces 3 grosses injonctions contradictoires dont je t'ai parlé. Le cap qui ne permet pas, qui n'est pas ancré, le sens où il y a du care-washing, finalement un décalage entre l'intention affichée et le ressenti du collaborateur, et le lien qu'on demande d'avoir mais qui est fragmenté. C'est une hypothèse que moi j'ai émise, mais ça reste derrière une grille de lecture systémique en fait. C'est pas un outil de métrique scientifique. Mais néanmoins, c'est une accélération énorme. Aucun coach ne serait capable de faire ça avec le degré de rapidité qu'on peut avoir en répondant aux 15 questions bien choisies dont je t'ai dit, plus en faisant les 2 boucles interactives d'exemples et de verbatim. Donc, peut-être pour répondre à ta question, parce que je me suis éloignée du sujet, je me rends compte, oui, un DRH va envoyer à son manager le lien vers l'outil, le manager va le remplir, à lui de voir après si ça lui parle ou pas ce qui ressort. Et puis après, en fait, évidemment, je peux être contactée et on peut faire un premier débriefing pour voir si les hypothèses de départ sont les bonnes pour partir dans le programme Coro. Et le second, et c'est là qu'on commence à dérouler en fait le programme Coro, qui est un programme que j'ai co-créé avec ma partenaire Catalina Mariota, qui est aussi distributrice des outils Persologue, et donc qui sont là pour le coup des outils de métrique. Et on fait en fait une première phase qu'on appelle d'appropriation, où on met les collaborateurs et le ou les managers, et on co-construit ensemble un parcours de développement ponctué de coaching collectif. Et donc ce qui est intéressant, par exemple je vois chez Medtronic, c'est que les équipes vont créer le parcours pour les managers en leur disant quelles sont leurs attentes, et où est-ce qu'ils sentent que pour eux, il y a une déperdition d'énergie. Et les managers vont faire la même chose pour les collaborateurs. Ils vont pouvoir le faire ensemble, pas ensemble, en fonction des sujets. Donc, c'est vraiment un programme qui est construit au cours d'une session, qui est une session en fait de codev. Et à l'issue de ça, on a un programme qui est défini sur plusieurs mois et qui est évolutif. Donc c'est pas du en kit, c'est pas du coaching Ikea, c'est pas du speed coaching, c'est vraiment du coaching qui est fait pour arriver à l'objectif qu'on s'est défini au départ, qui est comment est-ce qu'on va changer notre façon de travailler pour le mieux pour nous et pour pouvoir tirer le meilleur de la transformation qui a lieu. Ok, je trouve ça super intéressant parce que je dirais que la démocratisation du coaching dans les entreprises n'est pas toujours simple. Non. Voilà, tu vois, je me mets dans ma vie de RH à l'époque. C'était pas toujours simple. C'est extrêmement difficile aussi quand on est RH et qu'on n'est pas un expert du monde du coaching de comprendre les différences qu'il peut y avoir entre le coach A, le coach B, etc. C'est pas simple. Quand on est externe. Donc je trouve ça plutôt chouette que l'IA elle puisse aider, puis de l'IA encadrée, tu vois, c'est pas un ChatGPT basique, que l'IA encadrée puisse peut-être aider une organisation, un DRH à démocratiser l'accès au coaching en posant les bonnes questions, en ayant déjà un premier niveau de retour avec le premier PDF. Tu m'as montré un premier PDF qui est généré et qui permet effectivement de se dire ok là-dessus, voilà les axes de travaux, puis après c'est à chacun de choisir ou pas d'être accompagné plus en profondeur évidemment. Mais je trouve le PDF il est fait pour être visuel, c'est-à-dire qu'on a un baromètre général et puis après on a 3 petites piles sur le cap, le lien et le sens. Donc du coup c'est voilà, on le voit, c'est visuel. Et c'est pas long, ça fait une page recto verso à tout casser, donc du coup ça permet d'aller vite. Et derrière il y avait aussi pour moi une volonté très forte qui était de pas dire on va faire une évaluation du leadership du manager, parce que alors là moi j'en peux plus de ces évaluations du leadership du manager à qui on demande de développer son écoute active, de développer de devenir manager coach, de développer sa proximité avec ses équipes, blablabla. Donc on rajoute à nouveau plus de pression sur les managers. Et ce que moi j'aime, en tout cas dans cet outil, c'est que c'est un outil qui est systémique. Donc on fait une photo de où sont en fait les fuites d'énergie entre le lien, le cap et le sens.
Mm. Mais c'est pas du tout culpabilisant pour un manager. C'est pas parce qu'un manager a une mauvaise, un baromètre qui serait bas que derrière ça veut dire que lui est un mauvais manager. Ça veut juste dire que bah voilà, ses relations avec l'écosystème, la stratégie est pas bien expliquée, le sens se fait peut-être pas bien dans son équipe. Il a certainement des choses à faire parce que à nouveau c'est lui qui est moteur dans tout ça. Mais c'est vraiment ce désalignement qui est mis en évidence. C'est pas la valeur ou la capacité du manager. Ok, extrêmement. Merci pour la précision parce qu'elle est vraiment importante. Tiens, toi qui es prof aujourd'hui à Sciences Po, HEC aussi, je crois que tu es prof à HEC. Mhm. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois, si tu vois tes étudiants, tes étudiantes là, si tu te remets dedans, est-ce que tu vois un fossé entre les attentes des étudiants, des étudiantes aujourd'hui et la réalité des DRH en poste est-ce que tu vois un écart entre la vision des étudiants et des étudiantes et la réalité des DRH aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent? Alors, Ouais. cette année, j'ai donné un cours, un séminaire de 3 jours autour de les soft skills à l'ère de l'IA. Ah, très bien. Donc, je me suis retrouvée avec des étudiants. Très sincèrement, je savais pas quel était leur niveau d'IA. Donc ça, c'était compliqué de faire le cours. Hein, et je leur ai dit, bah, voilà, on va faire ensemble, hein, parce que. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont consommateurs d'IA, mais qu'ils ne sont pas forcément très ça dépendait, hein. Il y en avait certains qui connaissaient vraiment bien les modèles d'IA, mais c'était plutôt, tous venaient plutôt dans une logique de consommateur d'IA. Et avec en fait, ce qui m'a étonné, donc c'est une intervention, donc faut peut-être pas généraliser, mais en tout cas moi ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'euphorie technologique. Il y avait Ok. plutôt une inquiétude, plutôt à se demander, bah voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer l'IA d'un point de vue éthique, comment est-ce que, ben, s'il se dirige dans un métier, comment savoir si ce métier va perdurer ou être remplacé partiellement ou totalement par l'IA. Ils voient que bah, la technologie va vite, donc ils se demandent aussi bah, comment ils vont pouvoir être formés, hein, toute cette phase de formation. Donc, en plus, et du côté des entreprises, notamment chez certains managers, il y a un engouement pour l'IA en disant, mais c'est pas assez simple, tu fais ça, tu fais un prompt, c'est facile. Donc, voilà. Et ils ont pas vraiment la capacité, en fait, d'apprendre. Et puis, ces mécanismes de transmission qui se perdent aussi parce que là, pour le coup, du côté des entreprises, certains managers sont dans cette euphorie technologique. Alors, pour répondre à ta question, du côté des DRH, moi, je sens une inquiétude aussi, mais Mhm. je dirais qu'elle est plutôt d'une autre nature, hein. Là où les étudiants s'interrogent pour leur avenir individuel, les DRH, ils s'interrogent sur ben, l'équilibre global de l'organisation, hein, comment adapter les compétences quand il y a une transformation qui est super rapide, comment requalifier sans fragiliser, comment éviter les fractures euh, numériques et générationnelles, comment intégrer l'IA sans perdre l'humain. Enfin bon, tout ça, c'est des questions qu'ont les DRH et ils ont tout à fait raison de les avoir parce que bah voilà, il y a vraiment un enjeu de réinventer le futur du travail qui soit humainement soutenable et aussi collectivement robuste. Ok. Hyper intéressant ta vision, ta double vision en tout cas. Bon, est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, une question que je t'ai pas posée, un point que tu aurais aimé ajouter à notre échange, Luce? Non, peut-être que en ce moment, je trouve qu'il y a énormément de clivages. Ouais. Je sens que même dans notre métier, enfin, bon, déjà, on le voit, hein, ben, notamment à Sciences Po, les clivages sont très forts. Moi, quand j'étais étudiante, on n'avait pas cette notion de clivage, hein. On se disputait entre gens de gauche et gens de droite, et puis on partait prendre un verre et faire un baby. Enfin, je caricature, mais c'était un peu ça. Ouais. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de clivages, beaucoup de non-dits. Euh, et ce clivage, je le vois aussi dans mon métier de coach, parce que bah voilà, on a de plus en plus, on parle de hard skills, soft skills, on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence du QI, hein, intelligence tout voilà. On Mm. parle intelligence artificielle, intelligence humaine, et tout ça, en fait, je trouve que ça contribue à créer beaucoup de peur, en fait, tous ces clivages. Donc voilà, peut-être qu'une réflexion comme ça que j'ai à la volée. C'est en plus, ben, vu l'actualité qu'il y a en ce moment, Mm.
c'est toutes ces peurs, tous ces clivages qui sont pour moi de plus en plus visibles et qu'on transcrit aussi dans notre petit quotidien. Mm. Pour moi, l'intelligence, hein, c'est interliguer, c'est mettre en lien les choses. Et voilà quoi, on n'a pas besoin, on peut mettre en lien beaucoup de choses, on n'a pas besoin d'opposer et de faire des dichotomies en permanence. Mm. Et comme tu dis, une actualité malheureusement trop riche, que ce soit en France ou hors de nos frontières, quoi. Voilà. Ok, extrêmement clair. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Tu vois, des gens que tu connais, ou des gens que tu aimerais entendre, tout simplement. Ouais, alors bah, il y en a deux. La première c'est France Guilaine, qui est ex-DRH au Crédit Immobilier de France et qui est une structure bancaire que j'accompagne et qui est en résolution, donc une entreprise qui va fermer. Et bah, France a réalisé 9 plans sociaux avec une infinie précision de tout ce qui est connaissance du droit social et aussi une infinie humanité. Donc je pense que c'est vraiment une personne à connaître parce qu'elle a une sacrée expérience. Et puis une autre personne, ce serait Florence Bernet, qui est Learning Director chez Engie. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'elle se pose toujours des questions. Elle veut toujours aller plus loin dans sa vision du learning comme levier de transformation stratégique. Et elle met toujours en lien le développement des talents, l'employabilité, les enjeux clés des organisations. Donc elle est toujours dans de la prospective et ça, j'aime beaucoup. Ok. Et comment toi tu réalises ta veille pro? Est-ce que tu es plutôt podcast? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu es plutôt newsletter? Et est-ce que tu as même des tips, une fois des contenus que tu pourrais partager? Alors, je réalise une veille qui est assez intuitive, c'est-à-dire que j'écoute, et puis quand il y a un sujet qui me tombe dans l'oreille, je vais creuser. Et c'est ce que j'ai fait là avec la notion de collective exhaustion. Ouais. Voilà, c'est vraiment avoir le nez tourné sur ce qui se passe. Et évidemment, ça c'est via LinkedIn. Hein. Et puis Ouais. et après, surtout quand on entend un peu tout et son contraire et que on sent qu'il y a beaucoup de buzz. Là, en général, moi, j'aime bien m'engouffrer et comprendre un petit peu quelle est ben voilà, la recherche derrière et essayer de me faire ma propre opinion. Et si Donc, on... je lis beaucoup d'articles scientifiques, en fait. Une fois que je rentre Ok. dedans, par contre, je rentre... c'est du deep dive, là. Et si on s'intéresse vraiment au coaching, parce que tu vois, moi je ne saurais pas par où commencer, en fait, si je Mhm. m'intéressais au coaching, il y a un contenu, un homme, une femme que tu conseilles de suivre particulièrement aujourd'hui, qui t'inspire, toi, dans tes travaux? Alors, il y a François Délivré qui fait beaucoup de travaux, justement, sur IA et coaching, qui est, on va dire, il m'en voudra pas de dire que c'est un vieux de la vieille dans le coaching. En tout cas, c'est vraiment un des pères fondateurs du coaching. Et j'aime bien son approche parce qu'elle est pas rigoriste. Je trouve que voilà, dans les coachs, il y a beaucoup de coachs qui sont quand même très puristes, à ne pas faire de mélange avec la facilitation, l'enseignement, la formation. Ils restent vraiment dans une espèce de coaching pur. Et puis il y a des coachs qui ouvrent un petit peu les frontières et quelqu'un comme Délivré le fait. Il y a aussi Martine Beaulieu que j'aime beaucoup, Martine Vol. C'est des personnes vraiment, si vous avez l'opportunité de les suivre, c'est ce qu'on appelle des coachs MCC, donc des master coachs qui ont plus de 5000 heures de coaching à leur actif. Ok, d'accord, je connaissais pas ça. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coaching, hein, c'est une formation, c'est une profession qui est régulée avec une certification qui est renouvelée tous les 3 ans. Et ces gens hein, qui sont master coach, c'est vraiment des gens dont l'expertise est connue, reconnue et vérifiée. Hmm. Oui. Ok, extrêmement clair. Si on a besoin de te joindre, Luz, on fait comment? Bah, LinkedIn, Ouais, ça va, tu réponds. je réponds. Ok. Donc de manière pas très simple. De toute façon, je mettrai un lien vers ton profil, je mettrai un lien vers Corail, vers aussi ton programme Coro, que je trouve extrêmement complet, pour le coup. Et puis je mettrai un lien aussi vers ta collègue avec qui tu Oui, travailles. qui est Alina Mariota. Ouais, avec qui tu travailles. Donc, merci beaucoup, Luce. Merci, Florent. C'était extrêmement riche.
Merci pour toutes tes précisions. Merci aussi d'avoir partagé tes convictions autour du sujet du coaching, de l'IA et du coaching, parce que on peut concilier les deux sans avoir peur. En tout cas, avec si c'est bien encadré et bien préparé tel que toi tu l'as fait. Et si on en connaît les limites aussi, bien sûr. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Humaine est nécessaire. Et l'IA n'est pas le coach. Voilà, qu'on soit extrêmement clair. Voilà. Voilà, c'est un outil au départ pour poser un diagnostic qui permet effectivement ensuite d'avoir les bons travaux de coaching et la bonne méthodologie pour aboutir au bon résultat. C'est pas l'IA qui va faire le coaching. Enfin, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas compris ça parce que sinon, on a tout faux pendant 1 heure. Voilà. C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, un grand merci, Luce. Et merci beaucoup, Florent. Merci de m'avoir invité et je me sens vraiment particulièrement honorée parce que tu m'as dit que j'étais la 2e coach sur ton émission. Oui, alors. Donc, je me sens vraiment honorée d'avoir eu cette opportunité et donc un énorme merci. C'est une petite parenthèse parce qu'effectivement, je suis honnêtement régulièrement sollicité par différents coachs qui souhaitent passer à mon micro. Alors, c'est pas que je refuse des coachs, la preuve. J'ai eu Dalila Guillot et toi, Luce. Mais c'est pas un univers que je connais très bien, que je maîtrise fortement. Donc, c'est aussi difficile pour moi d'appréhender. Donc, si un jour vous avez envie de passer sur ce podcast, en soi, la porte n'est pas fermée, mais juste expliquez bien votre différence, ce que vous voulez, votre approche, pourquoi effectivement vous interviewez va apporter, à mon sens, de la valeur aux auditeurs, aux auditrices. C'est ce que tu as su faire. On en a échangé tous les deux, bien sûr, en visio, en amont. Et puis, et c'est là où j'ai dit, bah ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et ton approche de l'IA et du coaching, mais avec une approche raisonnable, raisonnée, préparée, intelligente et avec du travail derrière et pas juste aller sur ChatGPT puis poser des questions. J'ai trouvé ça ultra pertinent. Donc voilà aussi le pourquoi en fait. Donc merci encore, Luce, pour ton temps. Alors peut-être si je peux encore ajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, comme je disais, quand on fait du coaching, on travaille sur des organisations qui sont en tension, mais c'est aussi important de travailler sur des organisations qui se reconstruisent. L'idée de Coro, c'est de régénérer l'énergie d'une organisation. Et j'aimerais aussi qu'il y ait plus de DRH qui fassent appel à des coachs quand il s'agit de consolider quand tout va bien. Et j'ai eu l'opportunité de le faire pour Accor, pour l'hôtel Scribe, et c'était formidable parce que le coach n'est pas forcément un pompier. Le coach peut aussi être une personne qui va accompagner pour consolider et cranter un peu plus ce qui va bien aussi dans les équipes. Donc ça, c'était peut-être une dernière précision que je voulais partager avec toi. Ok, bah écoute, un grand merci pour cette précision, Luce. Et puis voilà, chers auditeurs, auditrices, si vous souhaitez contacter Luce, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Merci à tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!